Le sport au programme du lundi soir sur TV Sud, Camargue Cévennes Sport Sud qui accordera ce soir une très large place au handball avec la belle victoire hier en terre néerlandaise du handball cercle Nîmes face au club de Dalfsen. Match retour à suivre le week-end prochain dans le cadre de cette Challenge Cup de Coupe d'Europe. Olivier Gébelin et Fanny Bosque qui viennent d'arriver à Nîmes seront sur ce plateau. Mais nous allons ouvrir cette édition de Sport Sud avec un premier invité. Il s'agit du président des Centurions de Nîmes, le club de football américain. Bonsoir Bruno Pelladan. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous sur la reprise des matchs pour le club des Centurions. Il y avait un grand derby hier après-midi face à Montpellier. Un premier mot sur le déroulement un petit peu de la partie et l'ambiance générale qui a tourné autour de la préparation de ce match. Après, on va le dire, une première défaite devant les Kangourous, je crois. Oui, c'est ça, une première défaite à Bordeaux. L'ambiance du club est assez morose en ce moment parce que nous avons perdu des grands joueurs et on a du mal à entrer dans les matchs et l'attaque a du mal à dérouler. La défense, on pensait être en place et puis Montpellier a trouvé deux Américains, un quarterback et un receveur. Ça, c'est le bilan malheureux du match d'hier. Ils ont joué que tous les deux. Et en plus, c'était deux joueurs qui ont joué ensemble à l'université. Donc la connexion était parfaite. Donc malheureusement, ils ont fait très mal hier. On souhaite en tout cas que les choses aillent crescendo pour les Centurions de Nîmes et puis que la spirale de la défaite s'arrête. Vous avez quand même de bons espoirs pour que les habitudes puissent s'inscrire entre les joueurs? Oui, oui, parce que hier, lors de la soirée du Super Bowl que nous avons organisée, nous avons rencontré un Américain qui travaille sur Nîmes. Et j'ai l'espoir qu'il puisse jouer avec nous. Pas le prochain match, mais au moins le prochain match à la maison, donc le 26 mars. Et ça nous fera du bien. C'est un receveur qui a très bonne main. Là, il est à l'entraînement en ce moment, donc on va voir tout ça. Allez, on va justement enchaîner avec les images tournées ce week-end du côté du stade Kaufmann avec cette partie entre Nîmes et Montpellier en football américain. Le sujet est signé Olivier Michel. Dimanche après-midi, c'est sur la pelouse du stade Nicolas Kaufmann à Nîmes que les Centurions recevaient les Hurricanes de Montpellier dans le cadre de la deuxième journée du championnat de deuxième division de football américain. Les Nîmois qui redescendent de l'élite retrouvent leur terrain avec une équipe affaiblie après le départ de Cédric Cotard et Mike Mayandou, le meilleur défenseur et le meilleur attaquant de l'équipe, tous deux membres de l'équipe de France. Difficile donc pour les Centurions d'aborder ce match face aux voisins héroltais. Et effectivement, dès le premier quart-temps, les Hurricanes ouvrent le score, touchdown transformé, score 7-0. Les Nîmois ouvrent leur compteur à la toute fin du premier quart-temps, une transformation sur la ligne des 20 yards. Deuxième quart-temps, les Nîmois poussent et font reculer les Montpelliérains. Plusieurs belles actions et du terrain conquis. À la conclusion, nouveau field goal, les locaux reviennent à un point. Quelques minutes plus tard, ce sont les Hurricanes qui font l'effort et trouvent la zone des Centurions. Nouveau touchdown. La mi-temps est sifflée sur le score de 13-6 pour les Héroltais. Dans le troisième quart-temps, ce sont de nouveau les Hurricanes qui font le jeu, notamment avec de belles actions aériennes. Et une nouvelle fois, ils concluent dans la zone des Nîmois. Un nouveau touchdown et un score de 19-6. Les Nîmois sont en difficulté sur leur terrain. Passe complétée par les Hurricanes du touchdown. Dans le dernier quart-temps, les Centurions trouveront enfin la zone de leur adversaire et inscrivent ainsi leur premier touchdown de la partie. Les Montpelliérains de leur côté marquent un quatrième touchdown pour finir donc loin devant, 26-12. Deuxième défaite pour les Centurions qui vont devoir beaucoup travailler avant de se déplacer à Toulon dans 15 jours. Beaucoup d'erreurs contre une équipe qui était à notre niveau. Bon, en face, deux Américains qui font vraiment un gros match, qui font la différence en deuxième division. C'est l'entraînement qui doit faire que ça aille mieux, c'est la répétition. À terme, ça va payer. Je pense qu'il va nous falloir déjà 15 jours pour se remettre en question et réanalyser tout notre système de jeu pour être plus performant au prochain match. Il faut qu'on travaille notre jeu de passe, ça a toujours été notre faiblesse depuis des années et des années. Et il faut qu'on travaille, qu'on retravaille, qu'on arrive à former les jeunes en receveurs. Cette année, encore un nouveau quarterback, il faut qu'on travaille sur ça, sur le jeu de passe, parce que notre jeu de course est très performant. On arrive à driver
on arrive à faire des drives de pas mal de minutes, c'est-à-dire on avance la balle pendant pas mal de minutes, mais maintenant si on n'arrive pas à compléter, toutes les équipes s'ajustent et nous arrêtent. Donc voilà, il faut tout simplement qu'on travaille notre jeu de passe en attaque. Avec un déplacement à venir sur la pelouse des Canonniers, si je ne me trompe pas, le 20 février. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est en plus une des deux seules équipes, donc les Canonniers et nous, on n'a pas possédé d'étrangers, parce que cette année apparemment toutes les équipes de deuxième division ont pris les hors étrangers, 2 Américains, 2 Canadiens, le niveau s'élève et malheureusement, faute de moyens financiers, on ne peut pas suivre, donc nous on va travailler sur la formation. La formation, alors on l'a dit, il y a 3 de vos meilleurs joueurs qui ont quitté le club pour Aix. Il y a eu de la qualité quand même sur les 2 premiers matchs en termes de défense, mais c'est l'attaque qui pêche véritablement. Oui, c'est ça, comme disait Guillaume, notre quarterback, il faut qu'on travaille le jeu de passe. Donc si on a la possibilité de récupérer cet Américain qui joue à l'université et qui était receveur, donc ça nous fera énormément bien. On vous le souhaite en tout cas. Quelle a été la réponse en termes d'assistance et de public? Est-ce qu'on soutient quand même au niveau nîmois les Centurions? Oui, c'est vrai que ce n'est pas l'engouement de Nîmes Olympique ou du Rugby Club Nîmois ou du HBCN, mais on a notre public, hein, voilà, il y a sa place, son place dans le sport nîmois. Une saison qui se déclinera, on le rappelle donc bien, sur plusieurs week-ends. Il y aura le week-end du 20 février, ensuite le match face aux Iron Mask pour le 13 mars. Oui, c'est ça. Puis le 26, les Aigles, le 3 avril, les Giants, le 17 avril, les Servols, le 1er mai, les Kangourous, le 15 mai, les Hurricanes, le 22 mai, donc les Canonniers. Une nouvelle fois, derrière ces appellations se dissimulent des noms de villes. Peut-être serait-il bon pour nos téléspectateurs qui ne seraient pas, on va dire, bien des inconditionnels du football américain de rappeler un petit peu la poule dans laquelle vous vous trouvez. Nous, dans la poule, nous avons donc Bordeaux, Toulon, Montpellier et nous. Et dans l'autre poule sud, il y a Clermont-Ferrand, Chambéry, Saint-Étienne et Cannes. Donc. En termes de reprise, de préparation physique, quelle est votre appréciation sur le niveau général de l'équipe? Bon, pour performance physique, ça va, hein, on tient tout le match, il n'y a pas de souci. C'est juste du travail tactique et travailler les passes, le système de jeu offensif à retravailler. On souhaite en tout cas que le 3e match sera le bon et qu'il verra une première victoire depuis cette reprise. Allez, on va enchaîner avec d'autres images, cette fois-ci du football tout court, du football non pas américain, mais du soccer, comme on pourrait dire aux États-Unis. Il s'agit bien de la Ligue 2 avec le déplacement du Nîmes Olympique samedi après-midi sur la pelouse du stade des Alpes. C'était la réception par le GF 38, le club de Grenoble. Vous le savez, actuellement en grande difficulté financière et au bord du dépôt de bilan. Si un repreneur ne se manifeste pas, des joueurs du Nîmes Olympique qui évoluaient dans leur tenue traditionnelle en rouge, alors qu'on voit ici le toast d'ouverture avec le capitaine Benoît Poulain. Belle délégation nîmoise dans les tribunes face aux supporters grenoblois que vous avez vu ici en bleu et blanc. Plusieurs mots à dire sur cette partie qui comptait dans le cadre de la 22e journée du championnat de France de Ligue 2 avec des Nîmois qui se sont créés les premières occasions de la partie sur le but de Viviani. La cage nîmoise était gardée par Haïdar Al-Shaibani, le gardien canadien remplaçant, qui a dû suppléer le gardien titulaire Ludovic Butel, qui s'est ressenti de sa blessure au genou et qui a déclaré forfait au tout dernier moment. Noël Tosi avait amené dans le groupe ses 3 gardiens de but en espérant que Ludovic Butel puisse démarrer le match. Et puis à la suite de cette balle repoussée par le poteau nîmois, c'est l'ancien goléador des Crocos, Jean-Jacques Mandrecky, qui allait tromper la vigilance de son ancien partenaire de jeu. 1-0, but inscrit par Jean-Jacques Mandrecky à la 30e minute. Le coup du sort, c'est que Jean-Jacques Mandrecky avait marqué le but de la victoire pour le Nîmes Olympique face à Grenoble quelques jours avant de signer pour le club grenoblois. Vous le savez, lanterne rouge de ce classement de Ligue 2. Un match qui allait se stabiliser en deuxième mi-temps avec plusieurs occasions, encore une fois en faveur des hommes de Yvon Pouliken qui allaient décocher plusieurs frappes cadrées sur le but nîmois, des balles fréquemment, difficilement repoussées par Haïdar Al-Shaibani. Un but va même être refusé pour Grenoble.
Et les Nîmois ne pourront pas inverser la tendance malgré le retour dans le groupe et dans le 11 de départ de Nicolas Bénézé après sa blessure de la fin de saison dernière. Et le score final en restera là, 1-0. Premier match également pour Wilfried Niflor qui va écoper d'un carton jaune dans le temps additionnel de cette seconde mi-temps. Mais les Nîmois qui n'arrivent plus à gagner. Un but qu'on voit ici qui sera refusé. Les Nîmois, donc, je le disais, qui n'arrivent plus à gagner après une belle série de 9 matchs sans défaite. Là, c'est la victoire qui échappe aux hommes de Noël Tauzier. On va voir le récapitulatif des résultats de cette 22e journée de Ligue 2, avec donc la défaite du Nîmes Olympique sur la pelouse de Grenoble 1-0. La belle victoire d'Ajaccio 3-0 face à 3. Angers s'impose 1-0 face à Clermont Foot. Victoire également sur le même score de Boulogne-sur-Mer devant Sedan. Le Mans s'impose à l'extérieur sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux 2-1. 3 points également pour Istres. Succès précieux 1-0 sur la pelouse de Dijon. Partage des points entre Nantes et Laval, 1 but partout. Reims s'impose face au Havre 2-1. Et enfin, Metz s'impose à l'extérieur à Vannes 2-1. Ce soir, le dernier match de cette journée à 20h30 entre Tours et Évian-Thonon-Gaillard. Au classement, Le Mans est toujours premier avec 2 points d'avance sur Évian. Mais attention au résultat du match de ce soir. En cas de victoire, Évian peut reprendre la tête du classement de Ligue 2. 4 points d'avance sur Sedan et sur Ajaccio, 4e qui gagne encore des places. En revanche, le Nîmes Olympique s'enfonce au classement avec, vous le voyez, cette 13e place. Alors, c'est un maintien pour les hommes de Noël Tauzier, ils ne perdent pas de rang. En revanche, ils se rapprochent de la zone rouge. En effet, les Nîmois qui ne comptent plus que 2 petits points d'avance sur le premier club non relégable. Des Nîmois qui joueront la 23e journée, samedi après-midi aux Costières, en recevant Dijon. Dijon, un ancien club coaché par le manager du Nîmes Olympique, Noël Tauzier. Le Nîmes Olympique qui jouera donc aux Costières à partir de 15h. Il a d'autres affiches: Évian-Châteauroux, Istres, Boulogne, Laval, Tours, Le Havre, Clermont, Le Mans, Grenoble, Sedan, Angers, Troyes, Reims, Vannes, Nantes. Et puis le lundi 14 février à 20h30, en match décalé, le Football Club de Metz qui accueillera l'Athletic Club ajaxien. Un mot rapide de la Ligue 1 avec la nouvelle défaite de l'ACR L'Avignon. C'était samedi soir sur la pelouse du stade Vélodrome à Marseille. But de Gignac, victoire des Marseillais 1-0. La victoire de Brest également 2-1, notamment grâce à une réalisation de l'ancien croco Jonathan Haïté. Au niveau du classement, Lille, malgré son match nul hier soir, est toujours premier avec 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. L'Olympique de Marseille revient à la 4e place avec 36 points. Voilà en ce qui concerne l'actualité du football. Un dernier mot, Bruno Péladan, sur, on va dire, l'ambiance générale au niveau du club des Centurions. C'est la reprise de la compétition. Est-ce que le groupe s'est donné, on va dire, un certain temps d'adaptation pour revenir à ce que vous pensez être son meilleur niveau? L'adaptation, c'est le travail juste qui va faire qu'on va mieux jouer et puis mieux gérer les matchs. Maintenant, on va se servir du serveur vidéo que la Fédé a installé. Il nous impose d'envoyer les vidéos de nos matchs, donc on va pouvoir disséquer les vidéos de nos adversaires et puis comme ça nous permettra de mieux travailler, de mieux préparer les matchs. Une meilleure préparation des matchs qui, on le souhaite, sera synonyme de victoire pour les Centurions de Nîmes. Merci Bruno Péladan d'avoir été avec nous ce soir. On va observer une courte page de publicité et puis nous allons ouvrir une grande page de handball dans cette édition de Sport Sud avec la belle victoire du HBCN hier soir à Dalfsen aux Pays-Bas en Coupe d'Europe. C'était le match aller des 8e de finale avec nous Olivier Gébelin et Fanny Bosque. Merci de revenir et de rester surtout sur TV Sud Camargue-Cévennes. Wenders Nîmes, le spécialiste des poêles, cheminées scandinaves, poêles à granulés et pianos de cuisson, vous accueille dans son showroom du Mas des Abeilles, 1500 route de Saint-Gilles à Nîmes, à côté de l'autoroute Nîmes Centre. Téléphone 04 66 23 32 01 et sur www.wenders.fr. Wenders, le spécialiste du piano de cuisson sur Nîmes.
Alliance Beauté, c'est un centre de formation en onglerie, maquillage semi-permanent, extension de cils et soins du corps. C'est aussi un institut de beauté Marie-Corps, épilation, onglerie, soins corps et visage, solarium, maquillage créatif et plus encore. Rendez-vous sur la route d'Arles entre Nîmes et Bouillargues. De retour sur le plateau de Sport Sud, votre rendez-vous du lundi soir sur TV Sud, Camargue-Cévennes. Je vous l'ai dit avant la pub, un grand rendez-vous avec le handball et les huitièmes de finale de la Challenge Cup. C'était ce week-end sur différentes terres européennes de handball et notamment aux Pays-Bas, où le Handball Cercle Nîmes jouait son match aller face à l'équipe de d'Alphen. Pour évoquer cette rencontre et surtout la belle victoire des Nîmoises 34-26 sur le parquet de la salle Omnisport de Zwolle. Avec nous, le président du HBCN, Olivier Juvelet, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, Fanny Bosque, bonsoir. Ça va, le retour s'est bien passé? Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Voilà, allez, on va essayer de se reprendre et de repasser les belles images de ce week-end. Mademoiselle, monsieur, avec la satisfaction de ramener Olivier, non seulement une belle victoire, mais de se rassurer devant une équipe dont finalement on ne connaissait que peu de choses. Si ce n'est que c'était une équipe jeune mais ambitieuse. Donc effectivement, on est rassuré du résultat des joueuses. Maintenant, ce n'est que la première mi-temps. C'est la première mi-temps. Le premier ressenti, Fanny, sur la partie que vous avez disputée devant cette équipe d'Alphen? Un petit peu de stress au début du match. Après, on a pris la juste mesure de l'équipe et ça a été un petit peu mieux. Allez, avant de revenir en image sur tous les temps forts de ce week-end, que ce soit la découverte de la salle, la préparation du match que nous avons suivi avec grande attention, un mot sur les résultats du week-end de handball au niveau nîmois. Vous le savez, l'USAM reprenait la compétition après la trêve internationale et le beau titre mondial, vous le savez, acquis par l'équipe de France de handball masculin. C'est une défaite pour l'USAM 24-21, encore un écart de moins 3 en défaveur des hommes de Laurent Pusségur. C'était samedi soir du côté du Parnasse. D'autres résultats qui ne plaident pas forcément en faveur de l'USAM. Chambéry qui s'impose 35-33 face à Saint-Raphaël. Nantes qui l'emporte 33-27 devant Toulouse. Dijon qui l'emporte devant le Paris Handball 23-21. 27-20 en faveur de Cesson devant Tremblay en France. Saint-Cyr s'impose devant Ivry 31-28. Et enfin, Montpellier l'emporte assez nettement 33-24 face à Istres, le prochain adversaire de l'USAM. Avant de découvrir le classement, nous allons revenir justement avec le résumé de la partie de l'USAM. C'était samedi soir au Parnasse. Le reportage est signé Olivier Michel. Duel au sommet entre deux champions du monde samedi soir au Parnasse. 6 jours après leur sacre en Suède, l'USAMiste Franck Junignon et le Dunkerquois Sébastien Bosquet se sont retrouvés face à face pour le compte de la 12e journée de LNH. Pénalty arrêté par Vincent Gérard en grande forme, perte de balle et relance approximative sont au programme des USAMistes pour la première période. Sous l'impulsion de Baptiste Buteau, les Dunkerquois creusent l'écart et mènent de +5 à la 26e minute. La prestation de Damien Scasanoce ou le kung-fu de Jean-Philippe Aon n'y suffisent pas, 10-14 à la mi-temps. Dans la seconde période, l'USAM montre un tout autre visage. Poussés par un Parnasse surchauffé, les USAMistes grignotent les points et font douter les Dunkerquois, en revenant au score 17 partout. Une remontée qui doit beaucoup à la défense et à la prestation de William Hanotel, véritable homme du match avec 18 arrêts à son actif. Ben ouais, pour un mec qui ne s'est pas entraîné de la semaine, il fait vraiment une belle prestation. Il avait un problème au genou et il n'a quasiment pas joué de la semaine. Donc voilà, c'est un compétiteur, c'est bien. La dynamique s'arrête là avec des expulsions à répétition. La fin du match reste disputée, mais la logique est respectée et Dunkerque s'impose 24-21. On savait que ça allait être dur ici parce que paradoxalement Nîmes a une très grosse défense depuis le début de championnat. Ils sont
ils jouent les tout premiers rôles dans ce secteur-là. Donc 24 buts, on n'a pas l'habitude. L'important c'est d'en avoir pris 21, ça c'est bien. Maintenant il y a pas mal de petites choses à régler, mais c'était la première journée, enfin pas retour, mais une des dernières journées aller. Et surtout nous on a retrouvé tout le monde, donc on est content d'avoir les 2 points ce soir. Contre une équipe de Dunkerque déjà c'est compliqué, et puis avec deux incompétents qui sont au milieu du terrain en train de siffler à tout va, c'est compliqué encore plus. Donc voilà, je suis déçu parce que j'ai un peu l'impression qu'on est condamné dès la première minute à chaque fois. Donc ça commence vraiment à me gonfler sévèrement. Restera l'image de ce duel entre champions du monde, un duel remporté par le Dunkerquois. C'était plus Sébastien Bosquet, le collègue de l'équipe de France, quoi. C'était l'adversaire et malheureusement c'est lui qui a pris le dessus ce soir, quoi. Ah, mais ça fait bizarre, surtout qu'il y a à peine 4 jours qu'on s'est quitté. Voilà, non mais ça fait plaisir, on savait que pour eux c'était un match important, tout comme nous. Et voilà, le principal pour nous ce soir c'est les 2 points. 2 points de plus qui permettent à l'US Dunkerque avec 16 points de s'afficher à la 3e place du championnat de D1. L'USAM reste lanterne rouge avec 2 points. Et l'amertume de Laurent Puisségur, on va revenir sur le classement immédiatement avec ces 2 points de l'USAM. 2 matchs nuls, toujours pas de victoire au compteur des hommes de Laurent Puisségur avec la 14e place de lanterne rouge. Il y a 6 points non pas 5 points pour Dijon, mais 7 points. Donc en fait la 12e et la 13e place sont pour Toulouse et Paris avec 6 points. Dijon est avec 7, donc il va être très très difficile de recoller au classement. Alors que vous voyez en tête Caracol, Chambéry avec 24 points, 2 points d'avance face à Montpellier et 6 points d'avance sur le 3e qui est donc Dunkerque, vainqueur samedi soir du côté du Parnasse. Le prochain match sera samedi à partir de 20h avec l'USAM qui se déplacera sur le parquet d'Istres. On le voit, les choses sont très très difficiles pour l'USAM, Fanny, mais en tout cas, lorsque des internationaux se retrouvent, il y a toujours une saveur spéciale. Est-ce que vous le notez, ça, au niveau du HBCN, lorsque des joueuses internationales se retrouvent entre elles, entre 2 clubs? Non, c'est pas quelque chose qui... le seul truc qu'on voit, c'est qu'elles sont copines pour la plupart, donc c'est vrai qu'elles se saluent différemment peut-être que des joueuses qui se connaissent pas, mais c'est pas... Enfin, quand il y a, comme on dit, un match dans le match, ça se voit pas vraiment, non. Olivier Gébelin, l'USAM, c'est compliqué pour cette équipe cette année, toujours pas de victoire. On le voit, Laurent Puisségur qui avait beaucoup d'amertume, notamment par rapport au duo arbitral. Est-ce que vous pensez bien que le club nîmois peut se sauver et enclencher cette première victoire qui pourrait initier une dynamique? Moi, je suis très malheureux de cette situation parce que Jean-Pierre Vernier et son équipe de dirigeants ont relevé un challenge quand même extraordinaire d'arriver à gagner contre la CNCG pour maintenir le club en première division. Le Nîmes a besoin d'avoir des clubs locomotives et l'USAM en fait partie. C'est très compliqué. Alors après, le syndrome de l'arbitrage, je ne sais pas, je n'ai pas vu les matchs, je ne peux pas en parler. Ce qui est certain, c'est que moi, quand je perds un match, j'ai toujours le sentiment que l'arbitre nous l'a fait un peu perdre. Donc, je comprends ce sentiment de frustration, d'autant plus, encore une fois, quand on voit les efforts qui sont faits pour maintenir ce club à ce niveau. Avant notre déplacement à Dalfsen, Fanny, et ce départ, donc c'était samedi matin, il y a eu un match face à Issy du Moulineau. Une victoire pour le HBCN, ça a été un succès qui a fait beaucoup de bien en termes de morale pour l'équipe. Oui, parce que ça faisait quelque temps qu'on ne gagnait pas beaucoup. Donc c'est vrai que cette victoire nous a remis dans le droit chemin et dans le bon état d'esprit pour aller à cette Coupe d'Europe. Avec notre match qui s'est déroulé samedi soir à 19h, c'était Cergy Pontoise qui recevait Toulon. Et bien, Toulon l'a nettement emporté 37-29 face à Cergy Pontoise. De ce fait, eh bien, Toulon repasse devant le handball Cercle Nîmes au classement du fait d'une meilleure différence de but. 31 points pour Toulon et Nîmes. Les 2 premières places sont toujours pour Metz, 34 points, et pour Arvor, 33 points. Les Toulonnaises s'accrochent. On le voit, ça se resserre de plus en plus derrière Metz, même si le championnat n'est pas terminé, on le sait, mais la défaite face à Metz a marqué un petit peu les esprits au niveau de l'équipe. Non, parce que, au vu des blessés, on savait que ça serait très difficile contre Metz. Elles nous ont fait une défense 4-2, comme on appelle, qui nous a posé énormément de problèmes.
Donc non, ça n'a pas marqué les esprits. On savait que ça serait difficile sans Sophie Arbrecht, sans Maddy Simulé. Blandine Dansette était toujours pas rentrée en jeu, donc on savait que ça serait très dur. Après, je pense qu'on n'a pas été ridicule sur ce match. On les tient quand même. Enfin, on prend un 9-2, je crois, et puis on arrive quand même à recoller au score et à tenir ce match, même si on finit par perdre. Mais c'est quand même important d'accrocher des équipes comme ça, malgré les blessures. Et puis Olivier Gébelin, rien n'est terminé puisque il n'y a que 3 points d'écart entre la première et la 4e place. Tout peut arriver dans ce championnat, on l'a vu par le passé. Moi, ce qui me fait rêver cette saison, c'est que on est parti un peu dans l'inconnu, on n'avait pas d'objectif, et puis aujourd'hui, tout le monde nous fait rêver à un titre de championne de France. Bon, tout ce que je note avec de grande satisfaction, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui dans le carré, dans le fameux carré des clubs et surtout cet écart qui est de plus en plus petit entre Metz et les autres. Et nous sommes dans les autres, donc ça c'est très positif pour moi. Je pense que la victoire de ce week-end a été bonne pour le moral, mais qu'il y a eu une autre victoire mercredi quand même en championnat qui elle aussi nous permet justement de continuer à rêver. Et le championnat se poursuivra lors de la 15e journée pour le handball Cercle Nîmes avec la réception de Besançon. C'était un match qui était initialement prévu le 12 février mais qui va être reporté. Oui, c'est le marathon. Les filles ont commencé le 25 janvier, enchaînent 10 matchs en 3 semaines. Et donc on joue samedi en Coupe d'Europe et on rejoue mercredi en championnat avant d'aller à Brest pour un match qui là sera vraiment très important pour ce fameux championnat. On va redonner pour nos téléspectateurs l'horaire du match retour face à Dalfsen, au Parnasse. 20h. 20h au Parnasse. Soyez présents pour soutenir et pousser les Nîmoises vers la qualification pour les quarts de finale de la Challenge Cup. Allez, un mot de championnat encore une fois, cette fois-ci de D2 féminine avec la lourde défaite du Senal Bouillargues sur le parquet de Chambray Touraine Handball, 35-18 dans le cadre de la 14e journée de D2 féminine. Angoulême s'impose d'un tout petit but face à Abbeville 27-26. Le Nice Handball était le club exempté pour cette journée. Octeville s'impose de 7 buts face à Vaux-en-Velin. Partage des points entre Bègle et Noisy-le-Grand, 27 partout. Mérignac s'impose d'un but face à Plan-de-Cuc à l'extérieur. Victoire de Celles-sur-Belle, 37-29 à la Motte-Servolex. Au niveau du classement, Noisy-le-Grand compte 6 points d'avance sur Bègle, 8 sur Octeville. Et puis en bas de tableau, le Senal Bouillargues est à égalité de points avec Celles-sur-Belle, la Motte-Servolex. Entre la 10e et la 12e place, et c'est Plan-de-Cuc qui ferme la marche. Là aussi, Bouillargues a des soucis au niveau des blessés. Fanny, est-ce que vous pensez que l'équipe peut se sauver cette saison? Oui, elles ont pas mal de blessés. On est pas mal de copines, on se croise régulièrement. Donc, je sais qu'il y a Chloé Vimo qui est blessée depuis un bon moment et qui apporte beaucoup d'énergie à cette équipe. Elles ont perdu aussi leur pivot, je crois, sur une rupture des ligaments croisés qui apportait aussi beaucoup. Ouais, je pense qu'elles ont un bon groupe et qu'elles arriveront à sortir la tête de l'eau petit à petit. Puis aller jouer à Bouillargues, c'est difficile. Et on leur souhaite en tout cas à 20h30 le samedi 12 février pour le compte de la 15e journée. Le Senal recevra la Motte-Servolex. Allez, on va repartir avec quelques images. Tout d'abord, on va dire de la découverte de cette nation de handball que sont les Pays-Bas. Avec, on va donner un petit peu la configuration. Une commune, c'était le club que vous rencontriez, Dalfsen, qui est un petit village qui ne dispose pas d'infrastructures sportives suffisamment importante pour recevoir une rencontre de Coupe d'Europe. Et donc le handball Cercle Nîmes a joué dans une grande salle. On va la découvrir en image. C'était samedi en fin de journée. C'était du côté de Zwolle. Quel a été votre regard, Olivier, sur cette salle? À nous, un regard très technique, de réceptif, d'être émerveillé devant l'organisation de cette salle qui est faite pour le public, pour le spectacle et pour permettre au club de mettre en valeur aussi les partenaires. Voilà. Un œil, pas de sportif, mais d'organisateur. Alors, lors de l'arrivée du staff et des joueuses dans ce palais des sports de Zwolle, il y avait une partie de volleyball qui s'est déroulée pour le compte de l'élite du volleyball
néerlandais. Donc découverte des vestiaires pour les joueuses, pendant que les volleyeurs de Zoll, qui évoluaient en bleu et jaune, qui sont les couleurs de la ville, sous le regard de la mascotte Victory, qui se retrouve d'ailleurs sur la devanture du Palais des Sports. Il y avait une belle chambrée et surtout une mise en lumière et un sens du spectacle que l'on devine, y compris dans une configuration de salle qui est plus petite pour le volley. Fanny, est-ce que vous l'avez ressenti de la même manière? Je pense qu'effectivement c'est ces tribunes tout en hauteur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je crois que la salle fait même pas 1000 personnes en configuration handball, après en volley je sais pas. Mais c'est vraiment cette notion de hauteur, je pense, qui fait un peu chaudron. Ça rappelle un peu Pablo Neruda quand Hussam jouait là-bas. Ça fait vraiment chaudron, ouais. C'est impressionnant. On va revenir justement sur la préparation de ce match. Quelques minutes après avoir pris vos marques, vos repères, découvert le vestiaire des visiteurs, vous êtes passé derrière la salle principale, car on peut le dire, il y a 3 salles qui permettent de pratiquer les sports collectifs traditionnels à l'intérieur, que sont le basketball, le volleyball, le handball. Pour un premier échauffement, sur la configuration, vous êtes dit, on pourrait faire de belles choses et améliorer certaines choses, Olivier, quand vous avez vu l'espace et surtout l'organisation? Bon, là on est si on raisonne sur l'aspect utilisation de l'espace sportif, effectivement, bon, il y a une deuxième salle qui est derrière la salle de spectacle, on va dire, puisque c'est vraiment, tout est organisé pour le spectacle. Il y a une deuxième salle où il y a des terrains partout, enfin, il y a des marques. Picasso se serait régalé de voir cette salle, parce que tout est organisé pour qu'il y ait beaucoup de sports qui puissent se pratiquer, effectivement. Ensuite, il y a une deuxième salle de volley, parce que c'est une salle qui est au départ destinée au volley, il y avait un deuxième match, d'ailleurs, il y avait 2 matchs de volley en même temps hier. Il y a vis-à-vis, parce que il y a des vitrines qui permettent de suivre les deux rencontres. Des vitrines qui permettent de suivre les 2 rencontres, des installations de musculation à faire rêver. Donc, je pense qu'on pourrait s'inspirer de certaines choses sur la région, effectivement. Allez, on le souhaite en tout cas, le message est lancé. On va revenir sur le premier entraînement des joueuses du handball Cercle Nîmes et puis découvrir le grand résumé de la partie avec les réactions notamment de la coach Manuela Ili, alors qu'ici on découvre l'arrivée après une traversée du plat pays, la Belgique, en quart avec le vestiaire des visiteuses. La configuration volleyball à laquelle on faisait référence tout à l'heure. Et puis d'ores et déjà les ballons de handball qui, depuis la tribune de presse, qui était d'ailleurs commune avec les vestiaires des arbitres et de l'équipe visiteuse, déjà les Nîmoises qui étaient en train de se mentaliser pour la découverte de la salle. Quand on dit découverte d'une salle, Fanny, est-ce que le premier entraînement, simplement c'est pour prendre des repères, pour un petit peu quitter l'état d'esprit qui est propre à un long voyage, 1h15 d'avion, un long déplacement en car, retrouver une salle, est-ce que c'est un besoin aussi? Alors il y a un besoin physique, c'est d'évacuer le déplacement. C'est pas très long là l'entraînement, on s'est entraîné même pas 1 heure je crois. Donc c'est surtout le besoin physique d'évacuer les vibrations de l'avion, du bus, la fatigue. Donc ça fait toujours du bien de courir un petit peu. Et après, bon là, on s'est pas entraîné dans la salle puisqu'il y avait du volley. En revanche, le lendemain, avant le match, on y est allé 1 heure avant pour prendre un peu des repères. Notamment au niveau des cages, par exemple, il y avait des filets de protection derrière qui troublent un peu la vue en fait au niveau du tir, parce qu'effectivement, finalement, on ne voit que les barres. On voit pas le décalage entre les 2 filets. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de voir les salles avant d'arriver en jeu. Avec un côté très ludique sur cette découverte de la salle d'échauffement, une première partie un petit peu sur des exercices qui ressemblaient un petit peu entre le ballon prisonnier et le rugby. Là, on a fait un super jeu, notamment dans cette salle où je crois qu'il y a les terrains de basket, les terrains de volley, les terrains de badminton, je crois qu'il y a tous les terrains dessinés. Donc Manu nous a fait faire un jeu sur des lignes, ce qu'on appelle le Pac-Man, où on doit dribbler sur des lignes. C'était très rigolo, parce qu'il y a énormément de lignes.
Il ne faut pas se tromper de ligne. Exactement. Alors que l'on voit ici le travail effectué sur les passes entre Katharina Bralo et Gervaise Pierson, les deux gardiennes de but du handball cercle Nîmes. Quel est le regard que vous portez, Olivier, dans ce moment où les joueuses rentrent dans la préparation d'un match 24 heures avant son déroulement? Alors, je suis toujours admiratif parce qu'après avoir fait une journée en bus, en avion et d'arriver à s'entraîner avec l'intensité qu'elles mettent là-dedans, donc effectivement. Et cette intensité, justement, c'est aussi et signe de la dynamique qui va être mise le lendemain. Et là, franchement, on voit des filles qui sont très motivées, qui ont envie de s'amuser, parce que le handball reste un jeu, mais de s'amuser en faisant bien surtout. On le voit, il y a des groupes de travail qui se forment au niveau de l'échauffement, Fanny. Est-ce que, avec les joueuses, les groupes se font naturellement, ou bien est-ce que c'est le coach qui dicte la formation de ceux-ci? Là, sur cet entraînement-là, ça se fait naturellement parce que c'est vraiment se dépenser, courir, transpirer. Après, sur les entraînements, effectivement, il y a des groupes de travail qui sont faits pour travailler spécifiquement en défense, en attaque. Avec l'intensification ici de l'échauffement, avec un travail spécifique pour réchauffer les gardiennes de but. On voit ici Katharina Bralo. Katharina Bralo, on aura l'occasion d'y revenir en dernière partie de l'émission, qui traverse actuellement, Olivier, une passe exceptionnelle. Oui, on peut le dire, hein, c'est un mur en ce moment. Elle nous rend bien des services en ce moment. Alors que l'on voit ici Lenka Kisuchanova qui a fait partie des joueuses qui ont particulièrement scoré hier à plusieurs reprises, 10 buts pour Lenka Kisuchanova, avec une belle réussite aussi au niveau des pénaltys. Ça fait du bien aussi de voir que les joueuses entre elles au niveau des postes sont efficaces pour tirer les pénaltys en dépit de certaines absences. Lenka, elle a le titre de meilleure buteuse du championnat de France. Je crois qu'elle convoite celui de la Coupe d'Europe aussi, donc voilà. Elle est bien partie pour. On se souvient du match notamment devant les Ukrainiennes de Lviv. Avec les derniers travaux spécifiques, on avait installé la caméra juste derrière les filets des gardiennes de but avec toujours les étirements. Il ne faut pas négliger justement la préparation physique pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà pour le premier échauffement et surtout bien, on va revenir en plateau, Fanny, bien se déshydrater. Et petite curiosité, j'ai remarqué, puisque j'ai eu l'immense honneur de faire partie de la délégation qui a accompagné le club pour filmer ces images, que chacune des bouteilles du HBCN, on va le découvrir immédiatement, sont personnalisées. Bah oui, parce qu'il y a toujours des petites maladies qui traînent. Là par exemple, moi j'ai une angine, donc je me la garde, hein, je la file pas à mes copines. Donc voilà pourquoi on note les numéros tout simplement. Avec les numéros des joueuses donc, qui se retrouvent sur les bouchons de chacune des bouteilles. Parfois c'est les tenues qui sont floquées. Là c'est le détail de la personnalisation jusqu'aux bouteilles, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises. Allez, on va observer une courte pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de Sport Sud pour revenir sur le match entre Dalfsen et le HBCN. Biancone, c'est dépannage assistance 24 heures sur 24, auto, moto et toute distance, pièces d'occasion et ateliers de réparation. Agrément préfectoral pour véhicules hors d'usage et des pollutions. Et aussi achat et vente de véhicules d'occasion. Rendez-vous à la zone industrielle Sud-Beaucaire. L'hôtel Spa Le Calendal vous accueille à Arles, idéalement placé entre le théâtre antique et l'amphithéâtre romain. Le Calendal, c'est aussi un espace de détente et de soins avec une piscine ouverte toute l'année qui donne sur l'amphithéâtre. Idéal pour les fêtes avec ses bons cadeaux, le Calendal vous propose une restauration typique aux accents méridionaux. Retrouvez toutes les informations et réservez en ligne sur le www.lecalendal.com. La dernière partie de Sport Sud sur TV Sud Camargue-Cévennes, votre rendez-vous du lundi soir dans ce plateau flambant neuf que nous inaugurons ce soir pour le lancement de TV Sud Camargue-Cévennes, la nouvelle appellation de Télémiroir. Olivier, Fanny, est-ce qu'il vous plaît ce plateau? C'est bien, c'est bien. Très bien.
Un peu plus de lumière et d'espace pour vous accueillir dans cette édition sportive. On va revenir en images avec un autre événement qui s'est déroulé dans la préparation, dans l'avant-match de cette rencontre de Coupe d'Europe face à Dalfsen, avec une balade qui s'est déroulée dimanche matin. On va lancer les images. Une balade dans le pays néerlandais entre Dalfsen et Homel, où bien les joueuses résidaient avant le match de Coupe d'Europe, et la découverte dans un pré d'un charmant troupeau d'ovins, des moutons qui étaient par là, et la découverte d'une structure assez, assez curieuse entre le dolmen et la pierre romaine. Cette oxygénation dans les rues de Dalfsen, le groupe l'a vécu comment, Fanny? Là, c'était vraiment une balade, alors ça nous permet de découvrir un peu les autres pays. Alors c'est vrai que là, pour le coup, pour ce déplacement, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être dû à l'horaire du match, dimanche 15h, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de visiter. Bon, après, on a eu quand même la visite de Dalfsen, donc, qui fait très village. Je pense qu'ils ont dû tourner des westerns dans ce village, parce que toutes les maisons sont très basses. Mais bon, voilà, ça permet de découvrir d'autres villes et d'autres pays. Avec un petit cierge qui a été mis. Ça fait partie des traditions, Olivier, Ça fait partie, effectivement. Il y a comme ça des traditions, et chaque fois qu'on visite la ville, bien entendu. Vous avez vu tout à l'heure le point culminant quand même de la Hollande, sur ce petit monticule. Effectivement, c'était la colline du coin. Mais bon, pour revenir à la question, dans les traditions, oui, il y a des filles qui sont croyantes, bien entendu, et ça fait partie des petits gestes qu'on retrouve dans la superstition du sportif. Et en tout cas, des habitudes, des joueuses qui semblaient particulièrement détendues. On le voit ici avec Camille Aiglon et puis Fanny, qui est allée voir quelques chevaux et un joli poney que nous avons croqué. Il y a beaucoup de chevaux dans ce pays. Et comme j'ai quand même fait 7-8 ans d'équitation, donc c'est vrai que j'aime bien quand je vois des chevaux, je vais les voir en général. Dès que vous en voyez un, voilà. Vous précipitez pour voir. Je me précipite pas non plus, mais c'est vrai que je vais les voir en général. Mais elle leur parle en plus. Elle leur parle le cheval. C'est la cousine de Robert Redford. Voilà, exactement. Justement, le cadre, on le voit, des villages coquets, une campagne verdoyante. Est-ce que quelque part ça apaise avant un rendez-vous de Coupe d'Europe? Alors là, pas plus que ça. Non, en même temps, vous devez parler à la fille de l'équipe qui est le moins stressée, donc je connais pas beaucoup le stress dans le handball. Donc, est-ce que c'est apaisant? Je peux pas trop vous répondre. En tout cas, c'était agréable, et on avait, quelquefois on a l'impression dans les matchs de Coupe d'Europe, on se dit on va partir dans un traquenard, qu'est-ce qui va nous arriver là? Donc, en fait, on a été vraiment très 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 bien reçus par ces gens qui découvraient la Coupe d'Europe et qui avaient envie de faire que ça se passe le mieux possible. Allez, on va revenir justement sur ce match de 15h. C'était le match des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe avec cette Challenge Cup que le Handball Cercle Nîmes a déjà remporté. On se souvient des titres européens de 2001 et de 2009. L'inconnu de cette équipe de Dalfsen qui a été levé avec cette belle victoire avec 8 buts d'écart. Je vous propose ce résumé. C'est dans la magnifique et futuriste arène omnisport de Zwolle que le Handball Cercle Nîmes a évolué dimanche après-midi face à l'équipe néerlandaise de Dalfsen dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Challenge Cup. Un match à enjeu pour les handballeuses nîmoises, moins de 3 mois après leur qualification face aux Ukrainiennes de Lviv. Une rencontre entamée de façon spectaculaire par les Néerlandaises qui allaient mener à la marque lors des 5 premières minutes de la partie. On savait que ça serait très très agressif comme jeu, donc je pense que sur ça on s'était pas trompé dès les premières minutes. Leur jeu c'est défense très agressive et sur la montée de balle, parce qu'après c'est vrai qu'en attaque elles ont une très très bonne joueuse surtout qui est arrière gauche, et après c'est vrai que c'est un petit peu moins bon autour. Mais voilà, c'est une équipe qui a joué de la même manière quand elle était à -6 ou à -11, qui lâche rien. Une domination qui allait rapidement changer de camp, les joueuses de Manuela Elie reprenant l'avantage pour ne jamais le lâcher. Ce soir on a posé notre handball, je suis bien contente de ça, que toutes les cadres elles étaient là.
et ça se voit tout de suite la différence. C'est une équipe en phase fugueuse. Elles ont montré beaucoup de qualité dans la vivacité de jeu. J'espère bien que la deuxième manche de cette partie, elle sera en notre faveur. On a fait ce qu'il fallait aujourd'hui. On a baissé un petit peu les bras par moment, mais les jeunes, elles étaient là. Le collectif est là et ça compte. Maître de son jeu, le HBCN allait creuser l'écart grâce à l'efficacité au tir de Camille Aiglon, mais aussi grâce à l'excellence des pénaltys inscrits par Lenka Kisuchanova, 6 sur un total de 10 buts, ainsi que grâce aux parades décisives de la gardienne Katharina Bralo, qui écœura ses vis-à-vis à 12 reprises en première mi-temps. Autant de facteurs favorables pour permettre aux Nîmoises de mettre leurs adversaires à 11 buts d'écart en début de seconde période. Même si on connaît un petit peu le handball hollandais, on savait comment ça se passe, mais on est toujours frileux quand on commence un match, qu'on n'a pas trop des images vidéo. On connaissait quelques joueuses de cette équipe, elles ont marqué ce soir, c'est leur point fort, mais on a des chances pour le retour et le fait que Sophie elle sera là, parmi nous aussi, ça sera de bon augure. Accrocheuse en défense et poussée par une salle survoltée, les Néerlandaises de Dalfsen allaient revenir à la marque à 5 buts des Nîmoises 2 minutes avant la fin de la partie. C'est le jeu, c'est la Coupe d'Europe, c'est un peu plus hard encore que le championnat. Et puis il y a eu une telle ambiance ici que je crois que les arbitres ont été un peu pris par leur remontée à un moment donné. Donc voilà, tout ça c'est la Coupe d'Europe, on est heureuse de pouvoir le jouer et de s'en sortir quand même avec un plus 8 à l'extérieur, c'est pas mal. C'est vrai que c'est agréable, malheureusement en championnat de France, il y a parfois des journées où il n'y a pas grand monde dans les salles. C'est vrai qu'ici c'est une superbe ambiance, une très belle salle et une belle équipe de Dalsen quand même, donc voilà, on les attend au match retour. Score final 26-34 en faveur du HBCN, un écart intéressant avant le match retour samedi soir au Parnasse. Je crois qu'on a bien repéré leurs points forts, donc travailler pour verrouiller vraiment leurs points forts et puis nous on joue un petit peu comme elles, hein, mine de rien, on essaye d'être bonne en défense et de beaucoup monter les ballons, donc on va rester sur ce qu'on sait faire en essayant de le faire encore mieux. Camille Aiglon et Manuela Illy en interview du HBCN. Vous aurez corrigé de vous-même avec ce score final de 8 buts en faveur du handball cercle Nîmes au niveau du rapport entre les joueuses sur la confrontation. On parlait parfois de rugosité avec Camille Aiglon à votre poste de pivot. Fanny, vous confirmez? Non, bizarrement, elles ont été gentilles avec moi. Je me suis pas trop fait accrocher. C'est vrai qu'il y a des... Mais en fait, elles sont pas mal jeunes. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus des fautes de jeunesse que vraiment pour faire mal. Mais donc je pense que c'est plus les arrières et les ailières qui s'engagent dans des intervalles en fait, où les Hollandaises leur ont accroché les bras surtout. Voilà, ce qui en pivot on a peut-être un peu plus l'habitude aussi de se protéger, parce que plus soumis à ses coups et à ses petits coups bas. Pour vous, le match, 2 buts, 2 réalisations, plutôt positif? Oui, mais c'était pas trop une défense pour que les pivots marquent des buts. On était plus là pour faire la place aux autres, amener les joueuses avec nous sur des glissades, parce qu'elles étaient ce qu'on appelle une défense homme à homme, c'est-à-dire que chacune avait sa fille en face d'elle. Donc c'est vraiment créer des espaces pour les autres, plus le jeu là du pivot que d'aller marquer des buts. Avec au niveau du score, on l'a dit, 10 réalisations pour Lenka Kisuchanova, Olivier Gébelin, 7 réalisations pour Camille Aiglon et 4 pour Maureen Marchal. C'est plutôt un score positif et idéal pour se rassurer avant le match retour. Revenir avec 8 buts de l'extérieur, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit pas positif. Ce que je retiens, c'est ce que disait Fanny, c'est qu'effectivement, c'est un match physique, mais pas violent. Hein, il n'y a pas eu d'agressivité, mais effectivement, à certains moments, les filles ont pris quelques gifles. Bon, ça fait partie du jeu, on va dire. Vous voyez, vous avez vu, en plus, nous aussi, on se plaint des arbitres, puisqu'on explique que les filles sont remontées à cause de ça. Non, ce que je retiens surtout, c'est que on a eu une salle chauffée à blanc. On se serait cru en Afrique du Sud avec les vuvuzelas là des Hollandaises. Et tout ce que je souhaite, c'est que les Nîmois, les Gardois, les gens de la région viennent répondre et mettre la même ambiance dans le Parnasse ce samedi.
C'était une ambiance de Ligue des Champions. Je regarde pas mal les matchs de Ligue des Champions et c'est vrai qu'il y a ce bruit-là de vuvuzela sur tous les matchs de Ligue des Champions. Ce bruit et puis cette ambiance. Puis vous avez vu à la fin ce feu d'artifice de Serpentin. Là, c'était bon. On voit vraiment qu'ils ont le spectacle. Ils s'organisent pour que ça soit du spectacle. Et bon, à nous de relever le challenge. Nos yeux et nos tympans s'en souviennent encore. Oui, c'est pour ça d'ailleurs les filles criaient à la fin du match. Dans les commentaires, on les entendait crier parce que je pense qu'elles étaient encore sur l'écho de la rencontre. Voilà, alors qu'on revoit cette pluie de Serpentin rouge et jaune sur le parquet de Zwolle. Un mot sur les autres matchs allés de ces huitièmes de finale de la Challenge Cup. Les Turcs de Murat Paşa se sont imposés 29-17 face aux Portugais de Juvelis. Jagodina s'est imposé 31-28 face à Mios Biganos. Victoire de Prilep sur le parquet d'Arion 10-0. Et enfin, le Handball Academy s'est imposé 40-21 face au Colégio de Gaia. Victoire également 29-24 puisqu'apparemment les deux matchs se sont déroulés successivement, donc une qualification pour le Handball Academy qui est un autre club néerlandais. Quel regard vous portez sur ces premiers résultats avant les matchs retour, Olivier? Dans les premiers résultats, c'est surtout la défaite de Mios en Serbie, hein, qui montre quand même que cette Challenge Cup n'est pas aussi ouverte, enfin plutôt et n'est pas aussi facile que ce que certaines personnes peuvent en dire. L'autre club hollandais qui n'a pas fait de cadeau non plus à leurs homologues portugais, il va falloir sûrement aller en Turquie, ça va être compliqué. Donc ça ouvre de beaux voyages, mais c'est une Challenge Cup qui sera une des plus difficiles, je pense, de l'histoire du handball féminin. Et on souhaite, Fanny, que cette Challenge Cup aille le plus loin possible. Vous qui avez été d'autres aventures européennes, on imagine que c'est quelque chose qui est passionnant à vivre en tant que joueuse. Je l'ai vu gagner par mes copines en 2001. Je l'ai gagné avec mes copines en 2009. Franchement, si je peux faire la même cette année, avec plaisir. Allez, 10 ans après, ça ferait un bel anniversaire, 2001-2011. Tiens, je vous montre la présentation des joueuses du Handball Cercle Nîmes et de Dalfsen, le programme au ciel qui était donné. Alors ça, c'était le recto, mais au verso, il y avait une vision féminine qui était vraiment agréable à découvrir en photo. Les joueuses de Dalfsen en tenue de soirée, preuve qu'il y a de belles communications, Olivier, qui sont faites en termes de handball féminin. Et je crois que vous êtes venu avec l'un de ces objets de communication. Si je peux répondre effectivement à l'invitation, nous aussi, nous avons notre catalogue de joueuses. On a édité cette année un calendrier, j'espère qu'on le voit bien, avec donc les joueuses qui ont posé dans les arènes, qui ont fait de très belles photos. Bon, là, on voit Fanny qui est... Voilà, bon, l'histoire de montrer aussi que les sportives sont aussi des femmes et des belles femmes et puis bon, passer une année entière avec le HBCN, je pense que ça peut être aussi très sympathique. Un petit clin d'œil aussi quand même au cadeau que nous ont fait les Hollandais, parce que je disais qu'on avait été excellemment bien reçus, et donc ils nous ont offert, la Hollande c'est le pays des fromages, le pays des tulipes et le pays des sabots, donc ils nous ont offert un sabot dédicacé sur la rencontre. C'est très sympa. Vous avez déjà une idée du cadeau que vous allez leur offrir samedi? Une défaite. Déjà. Mais matériellement parlant, non? Matériellement parlant, mais déjà, si, on leur a offert là-bas, puisque bon, notre rôle de club sportif, c'est aussi d'expatrier d'amener à l'extérieur nos produits. Donc, on leur a offert des vins des Costières de Nîmes. On leur a parlé de Perrier, l'eau qui est notre partenaire. Et donc, on leur a fait ces cadeaux-là. On leur a offert un calendrier. Et on compte sur les collectivités pour nous aider à faire des cadeaux à nos adversaires. Ça se fait toujours d'ailleurs, hein, la mairie, le département, la région sont toujours là pour leur apporter des cadeaux à nos adversaires, puisque c'est quand même l'image de notre région que l'on colporte et que les gens viennent voir. Et qui est apprécié, n'en doutons pas. Merci d'avoir été avec nous, Fanny et Olivier. On est avec le HBCN pour pousser vers la qualification et les quarts de finale samedi soir. Et on rappelle l'heure 20h. 20h. Au Parnasse. Au Parnasse, ne manquez pas le début du match. Et venez pour faire du bruit, mais pas avec des vuvuzela. Ça, c'est pas nécessaire. Voilà, avec vos mains pour applaudir. Exactement.
Merci, bonne soirée. Dans quelques instants, l'édition de 19h30. Toute l'information sur TV Sud Camargue Cévennes, présentée par Franck Chessagnon. Rendez-vous est pris lundi prochain pour un nouveau numéro de Sport Sud.